Bon, déjà, j'ai coupé le titre que je trouvais un peu trop contraignant. Ce qui m'a intéressé pour cette conférence, c'est vraiment de revoir Henriot, relire Henriot. Donc, je me suis retapé le jeu, je me suis retapé sous couleur de jouet. J'ai même trouvé ses entrées encyclopédiques. Et finalement, ça m'a beaucoup intéressé de voir de quelle manière Henriot avait travaillé. J'avouerai aussi qu'ayant lu le livre de Mathieu, j'ai voulu un peu répondre à Mathieu qui, comme tout jeune chercheur, évidemment, s'amuse à taper sur ses pairs, ce qui est très juste, ce qui est très bien. Mais encore une fois, peut-être remettre tout ça en perspective pour expliquer peut-être d'où viennent ce qu'on appelle les études du jeu vidéo et de voir comment tout ça se met en place. Je n'avais pas réalisé ça au départ, mais la conférence d'aujourd'hui, finalement, est en continuité avec celle que j'ai faite à Limoges il y a déjà quelques années, où Maude et Sébastien, qui parleront cet après-midi, m'avaient invité un peu sur les mêmes bases que l'invitation de Gilles. Merci d'ailleurs beaucoup. C'est-à-dire tenter de replacer la position des Français par rapport à ce qu'on appelle les Game Studies. J'avais un peu briser l'ordre des choses, comme j'ai fait un peu aujourd'hui en coupant mon titre, parce que c'était pas tant d'expliquer la place des Français dans la théorie des jeux vidéo, mais tenter de nous stimuler, de stimuler la théorie des francophones par rapport aux jeux vidéo. J'avais donc placé à ce moment-là ma conférence sur le thème de la libido. Évidemment, je ne ferai pas la même conférence. Ce que je veux mettre en place, c'est d'expliquer quelque part que dès l'instant où on s'intéresse au jeu, on a cette libido ludendi, cette passion de jouer qui nous anime tous. Mais il ne faut jamais, mais jamais perdre cette passion-là quand on arrive à s'intéresser de manière plus scientifique au jeu, c'est-à-dire que la libido ludendi doit toujours être au cœur de celle qui nous amène à disséquer, analyser et étudier le jeu vidéo, donc notre libido dissequendi à libido studendi. Pour faire court aussi, je suis d'un département de cinéma, donc je viens du cinéma et quelque part, bon, l'histoire de l'avènement du jeu vidéo comme étude vidéoludique fait un peu le même parcours que ce qui s'est passé pour l'avènement du cinéma dans les universités. J'avais aussi à Limoges cité Dominique Noguez, qui disait, autrement dit, pour finir, il serait absurde que ceux qui s'occupent de cinéma ou de jeux vidéo à l'université, étudiants, enseignants, chercheurs, soient amenés à faire de l'analyse filmique ou vidéoludique comme on fait, comme les charcutiers font du boudin, je veux dire en mètres et même au kilomètre et sans plaisir. Et là, quelque part, quand on lit Henriot, on comprend qu'Henriot n'est pas dans ce paramètre-là. Il y a la notion de plaisir qui est au cœur de son travail. Et encore une fois, je vous dis, ce rapport d'attitude pour moi est très important. Et quelque part, qu'on parle de game studies ou qu'on parle d'études du jeu vidéo ou qu'on le dise en italien, en espagnol, dès l'instant où nous, chercheurs ou enseignants ou étudiants, travaillons de manière ludique et essayons de faire évoluer la pensée comme Mathieu le fait dans son approche, on n'importe peu qu'on s'intègre ou non dans ce qu'on appelle les game studies. Bon, merde, malheureusement, c'est l'anglais qui prédomine, mais on est pris avec ça. Ce que je voulais noter aussi, c'était quelque part, donc à partir de cette approche, embrasée par notre cupido créelendi, notre envie de créer, notre nouveau champ de recherche, l'étude des jeux vidéo, ne peut qu'être florissant. Ma conclusion, par contre, et c'est pour ça que je passe par là, ma conclusion était ceci, c'est-à-dire que rien ne vaut un French kiss. Quand on parle de désir, évidemment, rien ne vaut un French kiss. Et là, quelque part, je ne peux pas faire autrement que de tirer mon analogie, parce que on peut affirmer sans trop de problème que les bouquins d'Henriot sont de remarquables French kiss. Il y a un rapport de plaisir, qu'on parle du jeu à sous couleur de jouet en passant par ses entrées encyclopédiques. L'étreinte n'a jamais cessé d'être voluptueuse. Henriot, on le sait, son premier bouquin est en 69, a travaillé comme le compatriote Roger Caillois le jeu. C'est bien parce que Caillois a été traduit assez rapidement. Donc, Caillois a été traduit dès 61 en anglais. Donc, on a déjà, les anglophones ont entendu parler de Caillois et ont lu Caillois bien avant l'arrivée des jeux vidéo. Donc, on comprend pourquoi, quelque part, les théories de Caillois ont eu plus de place. Espérons-le que les bouquins d'Henriot seront traduits dans la langue de Shakespeare, parce que sans difficulté, on peut très bien s'imaginer que la lecture, et c'est un peu ce que je veux démontrer aujourd'hui, nous permet
d'évaluer les fondements de ce qu'on a appelé les Game Studies et surtout peut-être d'en signaler une incontournable perspective d'étude. Et un peu, c'est par rapport à ça que, quelque part, je répondrai un peu aux propos de Mathieu. Pour le moment, à ma connaissance, et vous me contredirez ou vous préciserez la chose après, à ma connaissance, les Anglais n'ont entendu parler d'Henriot que 2 fois, c'est-à-dire sous ma plume, mes 3 petites citations dans le Video Game Theory Reader en 2003 et de manière plus soutenue par Sébastien Janvaux dans le Video Game Theory Reader 2. Cela étant dit, je pense, et on peut le dire sans chauvinisme, les Game Studies auraient dû ou devraient lire Jacques Henriot. Et je ne veux pas parce que, oui, c'est une journée hommage, mais encore une fois, comme Gilles a voulu le préciser tantôt, on n'a pas besoin d'élever l'homme, c'est la théorie qui parle d'elle-même, et la théorie est tellement riche qu'il faut, quelque part, donc, arriver à nous se servir d'Henriot de belle façon. De manière corollairement, donc les travaux d'Henriot sont pour moi la carte cachée des études vidéoludiques françaises. Et merci à la pièce 3 qui me dit, voilà, Henriot est notre as de cœur qu'il faut sortir, qu'on va abattre sur la tête et sur la table des chercheurs en jeux vidéo anglophones pour arriver à développer une théorie du jeu vidéo qui ne soit pas, comme ça l'a été, et encore une fois, comme c'était pratiquement incontournable, qui ne soit pas basé que sur la fameuse structure ludique ou que sur les games. Alors, comme l'indique mon titre, ce qui m'a intéressé finalement, c'est l'attitude globale de Jean Henriot à relire ses textes. Qu'est-ce qu'on va retrouver chez Henriot? Bien sûr, on va retrouver cette fameuse notion phare de son travail, donc c'est-à-dire son attitude ludique, sa notion d'attitude ludique. Sauf que moi, ce qui m'a intéressé, c'est davantage l'attitude de Jean Henriot face au jeu, son état d'esprit. Comment il a abordé le jeu. Et encore une fois, on retourne en 69, comment Henriot aborde le jeu. Et c'est là que ça devient signifiant pour nous. À force de parler du jeu, je pense que Jean Henriot est lui-même devenu ludique. Il ne s'en cache pas du tout. Donc au début de Sous couleur de jouer, il va le dire, l'attitude que j'adopte participe, je l'avoue, de ce qu'on nomme couramment le jeu. Comment parler de jeu sans jouer? Peut-on rester grave et compassé devant un sujet dont le moins qu'on puisse dire est qu'il prête à jouer? Non seulement avec les mots que l'on emploie, mais aussi plus profondément avec le sens même d'une réalité fuyante, rebelle, ne se dévoilant et ne se laissant entrevoir que pour se dérober aussitôt. Qui parlerait de jeu sans jouer, plus ou moins, ne jouerait plus le jeu. C'est l'ouverture du bouquin. La fin du livre n'est pas moins ludique, on le sait. Henriot va prendre le lecteur par court en disant « Bon, enfin bref ». Il me revient que certains lecteurs n'ont pas la patience de lire un livre en accompagnant l'auteur dans tous ses développements. L'essentiel est pour eux de savoir comment cela finit. Ils aiment qu'on leur résume l'ouvrage en une phrase, en leur intention. Donc, je vais rassembler ici les éléments de définition que d'autres auront lus au fil des pages par-dessus mon épaule. Alors, les impatients qui auront lu Henriot, qui ont pensé que le tour était joué en retournant, allant à la fin, en trichant les règles de la lecture et en tombant sur sa définition, évidemment, n'auront pas eu le plaisir que nous aurons eu, nous, à lire Henriot, à voir de quelle manière il va prendre le mot au jeu, qu'est-ce que jouer, de quelle manière il va se jouer des lieux communs, de l'idée qu'on a du jeu, pour finalement synthétiser avec quoi? Avec une autre définition qui à la fois est très ludique, parce qu'en cours de route, il est toujours en train de dire que le jeu c'est, le jouer c'est. Et s'il y a une chose en études de jeux vidéo qui devient un peu, mais on s'emmerde, les définitions. Laissez-nous tranquilles. Maintenant, si personne ne sait maintenant c'est quoi jouer, on est dans la... Bon, voilà. Alors, Henriot, quelque part, joue un peu sur cette dimension-là. Mais attention, le livre d'Henriot n'est pas un livre-jeu. Ce n'est pas un livre dont vous êtes l'intellectuel ou dont vous êtes le philosophe. Encore une fois, Henriot a une conduite et il va la garder, c'est-à-dire, encore une fois, va-t-il nous dire, est-il possible de jouer sans se prendre au sérieux, au moins momentanément, les règles que l'on s'impose de respecter, la conduite que l'on décide de tenir, bien jouer, c'est bien faire. Et là, quelque part, Henriot va travailler cette conduite. Il affirme dès le début de Sous couleur de jouer qu'il est joueur, mais qu'il n'est pas beaucoup joueur. Donc Henriot est davantage un casual gamer, qu'on dirait dans nos termes, qu'un hardcore gamer. Hein, il est un joueur occasionnel plus qu'un joueur passionné.
Et même, il va nous dire quelque part qu'il va noter avec quelques plaisirs sur l'obligation du paradoxe de peu jouer pour mieux parler du jeu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Henriot ne parle pas d'un jeu en particulier, il parle de l'idée du jeu. Et ça, c'est hyper important. Bon, j'ai enlevé parce que je ne voulais pas tomber dans la critique, mais Colas Duflo critique un peu Henriot sur cette base-là, disant que finalement, Henriot dit qu'il veut parler du jeu, mais qu'il n'est pas joueur, donc il y a un paradoxe. Alors que pourtant, Henriot nous dit pas de jeu sans jouer, pas de jouer sans joueur. Et je pense pas qu'on peut passer 25 ans de sa vie à réfléchir, à lire, à interroger le jeu sans savoir de quoi l'on parle. Peut-être qu'Henriot n'a pas parlé d'un jeu en particulier, mais Henriot s'est intéressé à l'idée du jeu. Et ça, je pense qu'il faut vraiment ramener cette vision première. Ce que nous dit Henriot, et ça c'est très très juste, on ne peut pas faire les deux en même temps. Mais le théoricien qui parlerait de jouer, là c'est la citation que je vous citais tout à l'heure que je reprends, c'est la suite de la citation, pas de celle-là mais de l'autre. Mais le théoricien qui parlait de jeu en jouant ne dirait rien que l'on puisse prendre au pied de la lettre, posé comme vrai. Il va falloir se tenir dans l'entre-deux d'une réflexion souriante, engagée mais jamais tout à fait dupe, éviter tout dogmatisme et pourtant mettre en œuvre un esprit d'analyse avec la volonté d'y voir clair. L'entre-deux. Encore une fois, comme je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est l'attitude d'Henriot par rapport à l'étude du jeu. Et ce qu'il va nous dire, c'est que le jeu n'a jamais de juste milieu. Jouer, Patrick en a parlé tout à l'heure et quelque part aussi Mathieu, n'a pas de juste milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette incessante oscillation psychologique entre savoir que je joue et oublier que je joue. Mais si j'oublie que je joue, je ne joue plus. Si je sais que je joue, je ne suis pas tout à fait le jeu. Il faut que je sois toujours dans cette position d'être dans le jeu et de rester en dehors du jeu. On est toujours donc dans l'équilibre. Quand on arrive à parler de jeux vidéo, encore une fois, cet entre-deux-là est important. Pourquoi? Petit extrait de petites secondes. On perd l'équilibre. Alors quand on parle d'une séquence comme ça, je vais dire j'ai failli tomber. Je me suis balancé au bout de la chaîne et c'est moi qui ai sauté à la fenêtre. Je n'ai rien fait. Quand on parle de jeux vidéo, on est souvent en train de parler à la première personne, d'affirmer des actions qui sont des actions virtuelles, mais que j'affirme moi comme chercheur, pratiquement comme si c'est moi qui les avais fait. Donc encore une fois, cette panique morale par rapport à la violence où finalement le X de la manette se transforme en revolver, qui n'est pas tout à fait vrai. Mais quand je suis en train de parler de jeux vidéo, et la plupart des gens qui ne sont pas dans notre domaine sont toujours surpris de savoir que tout à coup, je fais un récit personnel. Mais je n'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que comme Mathieu le disait tantôt, le jeu vidéo, c'est une activité qui est fuyante. Une fois que j'ai joué ma séquence d'ICO, elle est disparue. Je n'y retourne pas. Si je ne l'ai pas archivée, ma session de jeu vient de disparaître. Donc, quelque part, encore une fois, l'enseignement d'Henriot, cet entre-deux, il faut garder l'équilibre entre une activité qui est fuyante, il faut être dans le jeu, mais ne pas être non plus dupe pour finir à ne faire qu'une seule description du jeu. La position d'Henriot est une position stable qui nous demande de trouver un point d'équilibre quand on parle de jeu. Point d'équilibre, quelque part, je pense que ça a été le travail d'Henriot. Il a voulu ramener l'équilibre en faisant comprendre, faire contrepoids plutôt à la manière dont on a toujours parlé du jeu. C'est sa perspective première. Il reconnaît dans la préface de la 3e édition de Le Jeu, la science a appris à se méfier de ce qui paraît dès l'abord clair et distinct. Il fallait donc, à propos du jeu, penser à contre-courant, soumettre à un questionnement rigoureux ce discours venu du fond des âges qui brasse à n'en plus finir les eaux d'un lieu commun. Il va redire la chose différemment dans Sous couleur de jouet, qui
le titre nous dit qu'il se cache toujours quelque chose derrière. Donc oui, c'est un plaisir extrême de lire, mais attention, il y a autre chose. Le jeu est une chose dont on parle. Il faudrait préciser, le jeu est d'abord une chose dont on parle. En posant cette affirmation d'entrée de jeu, dès les premières lignes, je ne dissimule pas mon intention de prendre à rebrousse-poil les évidences sur lesquelles reposent la plupart des discours que l'on tient sur le jeu. Sauf que, encore une fois, ce qui m'a intéressé, c'est la position d'Henriot. Mais Henriot est un philosophe. Je ne suis pas philosophe, je joue davantage que je philosophe. Donc, encore une fois, ce qui m'a intéressé et ce qui m'a fasciné dans la relecture d'Henriot, c'est son argumentation. Si la question est à la base de la démarche philosophique, quand on lit Henriot, et j'ai pris donc cet assaillant, quand j'ai lu son entrée encyclopédique dans l'hiver de psychologie sur la psychologie du jeu, c'est 2 pages, donc page 31 et page 32. Voilà. Le travail d'Henriot, c'est questionner. Et quelque part, donc, questionner si, pour Henriot, je pense, et c'est là qu'il nous apprend tellement de choses, c'est-à-dire qu'une question qui n'est pas posée, c'est une difficulté qui est évitée. Henriot va questionner les lieux communs, va questionner la manière dont on réfléchit au cinéma pour faire avancer le raisonnement sur le jeu. On se rend compte de cette notion de question quand on lit son entrée encyclopédique sur le titre de l'entrée encyclopédique, c'est la question du jeu, et va nous dire donc la question du jeu met en question la philosophie elle-même. Toute pensée du jeu n'est-elle pas philosophie? Toute philosophie n'est-elle pas découverte et expérimentation d'un jeu? Alors quand je vous dis je ne suis pas philosophe, et là Henriot va beaucoup plus loin, sauf que je pense que ce questionnement premier de remettre en question le jeu à travers la philosophie et vice-versa, nous explique un peu ce qui sera la première vision du jeu de Henriot, c'est-à-dire cette question d'idée. Parler de jeu, c'est faire de la métaphysique. Ce n'est pas pour autant parler pour rien dire. Si le jeu est un fait, il est d'abord, il est peut-être uniquement, et ce peut-être est à lui seul fait le jeu, un fait d'ordre mental, conceptuel et par conséquent historique, social, une idée. Le jeu, c'est avant tout l'idée du jeu. Et comme je vous dis aujourd'hui, j'ai pensé mon intervention à quelle idée, à travers la pensée d'Henriot, on a de l'idée qu'on a eue du jeu vidéo, par exemple, de ce changement de la place du jeu vidéo. Ce que va nous dire Henriot, c'est que, quelque part, Patrick en a parlé tantôt, on est dans une société où de plus en plus question de jeu, on parle de société ludique, mais Henriot nous disait déjà en 89 que ça, c'est pas nouveau. Attendez, on a déjà, le jeu est présent, l'industrialisation nous a fait en sorte que le jeu était présent. Ce qui est important, par exemple, pour Henriot, c'est que le changement, la mutation, fait en sorte qu'on vient à qualifier de jeux, on vient à qualifier des jeux ou des façons de jouer de manière d'être et de faire que l'on ne considérait jusque-là comme essentiellement sérieuses ou même dramatiques. La nouveauté ne tient donc pas à ce que l'on joue davantage, mais plus profondément, plus radicalement, à ce que l'idée même du jeu se trouve prise pour modèle théorique, pour principe explicatif permettant de concevoir, d'interpréter un certain nombre de situations, d'en comprendre le sens et peut-être de les dominer. Au départ, j'avais pensé ma conférence en voulant montrer quels étaient les visages d'Henriot, donc Henriot comme poète, parce qu'il s'amuse beaucoup avec les mots dans Sous couleur de jouet, mais Henriot aussi comme observateur. Henriot va devenir, il notait tantôt dans son petit texte, observateur de son époque. Il va citer donc des revues, des quotidiens, des émissions de télévision et de radio pour pouvoir expliquer cette mutation, cette relation au jeu. Ces pages-là sont lumineuses. On se rend compte de comment tout à coup le jeu a pris une place très importante pour concevoir notre société. Alors Henriot va nous parler donc du jeu politique, du grand jeu international, du jeu du marché, jeu de la pollution, jeu de la démocratie, jeu criminel, etc. Il nous montre comment donc il devient observateur de cette idée du jeu et de la manière dont on se sert du jeu pour comprendre notre société. Alors, pour rester dans l'esprit du travail de Jean Cariot, tout en attestant de sa perspicacité, et peut-être aussi en même temps pour montrer que depuis 25 ans, le concept du jeu a pris de plus en plus de place, je ne peux pas faire autrement que d'être aussi observateur de mon époque, et par conviction sociopolitique aussi, avouerai-je,
de vous renvoyer à deux exemples hyper contemporains de ce qui se passe au Québec actuellement. Peut-être ne le savez-vous pas, nos étudiants québécois sont en grève depuis déjà 13 semaines pour s'élever contre la forte hausse des droits de scolarité, 75% de hausse des droits de scolarité. Alors, on a parti un très beau mouvement. Vous avez cette marée humaine de dizaines de milliers d'étudiants qui ont manifesté dans les rues. Et vous avez toujours dans ce rapport cette relation entre l'ordre et les manifestants. Alors, quelque part, en travaillant sur la communication, évidemment, je lis les journaux et on a un texte du 24 mars, donc il y a quelques semaines, qui tout à coup va nous parler de la manifestation des étudiants. Donc, les relations entre les manifestants et l'escouade anti-émeute peut aussi se lire comme un jeu. Pourquoi? Quelque part, donc si on regarde les rapports de groupe, les policiers, gardiens des règles de l'espace physique, manifestent finalement eux aussi. Ce sont donc des joueurs. Au final, on a une masse contre une autre. Ça devient une danse des masses liées à des enjeux d'appropriation de l'espace. Là, je pense que Maude Bonenfant sera très heureuse pour sa communication de cet après-midi. Mais on voit finalement qu'on va gérer cette relation entre policiers et étudiants dans une vision très jeu. Il y a un rapport de force entre deux joueurs. Et là, encore une fois, peut-être que nous, théoriciens du jeu, ne serons pas tout à fait d'accord avec cette citation, mais encore une fois, je ne parle pas d'un jeu comme au football, mais d'un jeu transitionnel sans règles préétablies. Pourrait-il y avoir pas de règles? Voilà la question. Qui peut être festif, ludique ou dramatique. Si je pose ce geste, que vas-tu me répondre? Alors, quelque part, pour reprendre Mathieu, on pourrait dire qu'on est davantage dans le play que dans la game. Mais encore une fois, on se sert du jeu pour comprendre qu'est-ce qui se passe. On parlait de relations aux médias aussi. Donc, pour atteindre son but, le jeu doit passer par les médias, entre autres les observateurs, le gouvernement et les forces de l'ordre, à voir comment, finalement, dans une manifestation, l'enjeu du jeu, c'est bien de se faire voir, de se faire comprendre et de se faire écouter. Tout ça est vu dans une dimension ludique. Alors ça, c'était le 24 mars. Le 22 avril, donc il n'y a pas très longtemps aussi, Marche de la Terre à Montréal. Alors évidemment, vous savez, les manifestations, c'est que des pancartes, de slogans. L'une de ces pancartes qui m'a sauté aux yeux reprenait un jeu de société. Et là, Henriot nous dit à un moment donné, jeu de société, la métaphore est là. Donc on est dans vraiment un jeu de société. Et regardez comment c'est superbe. Donc l'un des manifestants manifeste avec une pancarte qui a adapté le jeu de Monopoly. Alors tout à coup, on nous parle de néolibéralopoly pour faire référence à la fois à notre premier ministre Jean Charest, qui est chef du Parti libéral. Donc on reste dans cette vision-là, de voir que tout à coup, ce qu'on achète au Monopoly, c'est nos ressources naturelles maintenant que les compagnies viennent acheter chez nous, que finalement les cartes de chance ou de malchance sont les gestes environnementaux, les activités de corruption et l'éco-social qui recule au Québec. Alors, on va utiliser la métaphore du jeu pour tenter de faire comprendre aux manifestants, encore une fois, dans ce rapport de médiatisation, pourquoi, encore une fois, il faut manifester pour éviter de repasser à go et de finalement perdre toutes nos valeurs. Alors, bien sûr que ça m'a intéressé, sauf que la référence au Monopoly renvoie à une évidence, c'est-à-dire que le jeu ne s'applique pas à des situations sociales, ne s'applique pas d'abord à des situations sociales. Le jeu, et nous dit Henriot, c'est en fonction des choses. Dans un groupe humain donné, pris à un moment de son histoire, il y a des choses auxquelles on confère le statut de jeu. Même si les osselets ont pu servir jadis à des pratiques divinatoires, il est de fait qu'aujourd'hui, dans notre civilisation, tout le monde s'accorde à les considérer comme des jouets et à dire que je joue celui qui les emploie. Et que joue celui qui les emploie. La dimension historique s'avère donc déterminante. Le jeu vidéo est donc cette dernière chose auquel on a donné le statut d'objet, de chose. Henriot n'a pratiquement pas parlé de jeux vidéo. C'est sûr qu'en 69, s'il avait parlé de jeux vidéo en 69, il aurait été en avant de son temps et on aurait canonisé comme étant futuriste d'avenir. En 89, Henriot ne parle pas plus du jeu.
Henriot ne parle du jeu vidéo que par une petite citation qui tire dans l'Express en parlant de jeux électroniques, que finalement les enfants maintenant peuvent faire des jeux de vitesse. On tombe dans les jeux de simulation. Henriot ne parle pas de jeux vidéo, alors que pourtant, les théoriciens, les nouveaux théoriciens du jeu vont se concentrer sur cette chose. Et quelque part, je reviendrai tantôt, c'est pour ça que j'ai brisé mon titre, parce que je voulais qu'on prenne conscience de ce rapport premier. Alors oui, on parle beaucoup de Game Studies, mais quelque part, la journée d'aujourd'hui nous indique ou nous rappelle que finalement, on est en train de fêter le 30e anniversaire des sciences du jeu. Sans chauvinisme, on parle de Game Studies peut-être depuis 15 ans, peut-être depuis 12 ans, mais quelque part, encore une fois, on a cette vision de l'étude du jeu francophone qui était là bien avant. Parler de Game Studies, c'est un peu faux. Les Game Studies, tels qu'on les définit, ce n'est pas des Game Studies. Un des textes qu'on considère comme fondateur, le texte d'Espen Arset dans son premier numéro de revue Game Studies, nous parle de Computer Game Studies Year One. On est dans la chose. On nous parle de la chose. Computer, video game, on a fini par choisir le terme video game, mais encore une fois, au départ, ce qui a mené à l'origine de ce nouveau champ de recherche qu'on appelle les études du jeu, c'est bien le jeu vidéo. Nous avons, nous, et un peu le même combat que Henriot et ses comparses ont peut-être joué au début en des années 80 pour faire entrer la science du jeu. Nous avons à l'Université de Montréal un nouveau programme de premier cycle en études du jeu vidéo. Pourquoi? Parce que c'est cette chose auquel on s'emploie, sur laquelle on s'intéresse et sur laquelle on se concentre. Encore une fois, pour moi, parler de Game Studies, je préfère parler de Video Game Studies, donc on a le Video Game Theory Reader, parce que, encore une fois, on se concentre sur une chose. Alors, pourquoi l'importance de l'étude du jeu vidéo? Henriot nous le dit, et là je replonge sur sa citation, c'est d'abord un groupe humain qui a donné un statut à la chose. Les jeux vidéo ont évolué, mais au départ, quand on a fait le Video Game Theory 2 en 2003, on s'est rendu compte que les joueurs n'étaient pas très chauds à l'idée que les universitaires, emmerdants, chiants, outsiders, donc on ne nous considérait pas comme des joueurs, parlent du passe-temps, du hobby, du jeu préféré de vrais hardcore gamers. Alors, attention, ils sont en train de nous parler de jeux vidéo en citant Derrida. Qui sont-ils? Mais ce qui est assez fascinant, ceux qui ont fait entrer les jeux vidéo dans leur dimension plus académique ont eu la même réaction. Donc, entre Espen Arset avec Jesper Juhl, Gonzalo Frasca, qui sont à Copenhague et forment ce centre de recherche central aux études du jeu vidéo, vont commencer à réfléchir. Ils vont dire, attention, les jeux vidéo ne sont pas une sorte de cinéma ou de littérature, mais des tentatives de colonisation de ces deux domaines ont déjà eu lieu et se reproduiront de nouveau. Et encore, jusqu'à les études du jeu électronique, j'ai laissé le terme d'Arset, apparaissent comme un champ académique clairement autonome. Pour rendre les choses plus confuses, l'actuel pseudo-champ des nouveaux médias, principalement une stratégie afin de revendiquer pour les études des médias visuels la communication assistée par ordinateur, veut englober les jeux électroniques comme l'un de ces objets, comme l'une de ces choses. Encore une fois, groupe humain. On a un groupe humain qui va défendre son statut, son objet, pour tenter d'en faire une vision plus académique. Donc, on va se défendre contre les autres collègues, mais on va se défendre contre qui d'abord, peut-être? Contre les bonzes de l'université. Qui, évidemment, eux, vont garder l'opinion générale, vont sanctionner l'opinion générale, c'est-à-dire que jeu et travail ne font pas bon ménage. On s'excuse les enfants là, ça ne fait pas bon ménage. Le jeu vidéo va devoir se transformer aussi comme objet. Et quelque part, c'est un peu la réaction, et c'est pour ça que je ramène cette notion de chose. Le jeu vidéo, d'abord, c'est un divertissement familial. Vous avez une pub de Nintendo qui date des années 80, où là, c'est les enfants qui jouent. Et ils jouent avec la cartouche n'est même pas dans le système. Ils jouent à deux à un jeu qui se joue seul. Mais ce qui est important, c'est que les parents regardent. Et les parents sont présents. C'est beau. Avec la Wii, tout à coup, regardez bien, l'enfant est assis, c'est le parent qui joue. Et j'aurais pu choisir même où on voit les grands-parents qui jouent. Alors on voit une transformation du statut du jeu. Le jeu devient autre chose.
Gilles disait tout à l'heure qu'il y a eu un genre de no man's land sur le jeu dans les années 80 et dans les années 90. Pourquoi? Parce que les jeux étaient attachés aux enfants. Quand arrive la 5e génération de consoles, et Sébastien en a parlé aussi un peu dans son bouquin, tout à coup, on s'attache à viser les adultes, les adolescents un peu plus âgés. Donc, tout à coup, la PlayStation ne voudra plus faire ça, mais d'arriver à parler aux adultes. Je vous donnerai un exemple superbe d'une pub qui est hilarante, mais qui montre encore une fois à qui on s'adresse et comment tout à coup la chose va devoir ou va prendre un nouveau statut. Il y a un petit toc au début, je m'excuse. Ça va s'en venir, mais... Alors là, je vais vous présenter Claude. Il a quelque chose de très spécial pour moi. Le meilleur produit officiel. PS2. Avec la fameuse manette analogique. Vous savez, DualShock, avec les super vibrations. On est dans le jeu, entièrement dans le jeu. Pour moi, il va me les servir avec des asperges blanchies siciliennes. On y va. Ouais, on y va. Claude! Hey, Claude! C'est Claude? Ah, c'est Laurent. C'est moi. La carte mémoire 8 GB. Les Magic Kate Chip, ça sauve tous les jeux de la PlayStation, ça. Ouais, tout. Eh ben, c'est frais! C'est frais! Ça, c'est de la multitape. Bon, on a pas plus de temps. Je t'en propose pas, parce que, avec tes dons, il n'y a plus de temps. Le PS2 128 bits, avec un engin émotionnel. Extraordinaire comme machine. Tu peux jouer des centaines de jeux PS1 sur le PS2. Non! Ouais. Et tu peux mettre aussi des CD, des DVD. Des CD, des DVD, tu peux les entendre avec le son. Avec le son Dolby. Et aussi, t'as un contrôleur. Non, ce serait bon, allez, mange. Biscuits pour de stand. C'est gentil, allez, pour ton café, allez, mange, juste un petit peu. Oui, d'accord. Allez, c'est ça. Hop. Et n'oublie pas que bientôt, hein, le disque dur et la connexion pour la network sont de saison. Hein. Alors, il ne faut pas les rater. Alors tout à coup, c'est l'adulte. Le jeu vidéo, dans sa vision de marketing, devient un produit plus raffiné. On va nous présenter avec la 3D des univers de plus en plus riches, des expériences de plus en plus compliquées, de plus en plus matures. Et on voit comment, tout à coup, les chercheurs qui ont grandi avec les jeux vidéo, qui voient aussi leur art arriver dans une certaine maturité, vont pouvoir dire, attention, maintenant, cette chose n'est plus seulement pour les enfants. On peut très bien dire avec face aux bons de l'université que, qu'on le veuille ou non, le jeu sera toujours va rester dans les limites de la puérilité. Pour l'homme raisonnable, les bons de l'université, l'enfant est un être qui joue et rien d'autre. En conséquence, l'adulte qui joue se conduit en enfant. Et c'est ça qu'il va falloir pour que l'étude jeu vidéo devienne ce qu'elle est aujourd'hui et qu'on se retrouve ici en train de réfléchir. Il va falloir se battre contre cette vision des choses. Il va falloir faire comme Mario, déjà donc dans les années 80, montrer comment le jeu n'est pas la négation du sérieux, au contraire, mais son apprentissage. Comment, quand je joue, de toute façon, je reste sérieux. Combien il y a du jeu dans le sérieux et comment il y a du sérieux dans le jeu. Mais on voit comment, tout à coup, la prise de position des chercheurs en jeux vidéo au départ vont s'intéresser à l'objet. Ils vont s'intéresser au premier sens que nous donne Henriot du jeu, c'est-à-dire les structures ludiques, le fameux game. Alors pour Henriot, d'abord, le jeu est en un premier sens ce à quoi joue celui qui joue. Structuré plus ou moins nécessairement codifié, il s'offre sous la forme d'un système de règles traçant pour le joueur le schéma d'une conduite hypothétiquement obligatoire. Henriot dira aussi, donc évidemment le jeu ce sont des structures ludiques, des comportements organisés, des systèmes de règles, des institutions,
des choses, des plateformes qui ont des formes, des usages et des conventions. Encore une fois, dans la mesure où on s'intéresse ici, et c'est un peu la commande qu'on m'a faite de mettre la table des études anglophones. Alors, encore une fois, et comme Mathieu l'a noté dans son bouquin, Henriot ne s'attaquait pas, évidemment, aux game studies, il s'attaquait à la vision plus structuralisante d'un Lévi-Strauss, mais Henriot nous disait, déjà en 69, à cette description du jeu, on peut sans doute reprocher de ne pas distinguer plus explicitement le jeu, pris dans la game, à quoi jouent les joueurs, du jeu qu'ils jouent lorsqu'ils s'engagent dans l'aventure. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que pour défendre un nouveau territoire, pour arriver à faire entrer une nouvelle discipline à l'université, il faut qu'on soit basé sur un objet de recherche. L'objet de recherche en jeu vidéo, elle est très présente. On est vraiment dans le game, dans le video game. Et pour définir ce video game, évidemment, ce que vont faire les premiers théoriciens, et je voudrais dire tantôt que c'est totalement normal, qu'il fallait vraiment développer d'abord la théorie, mais on va un peu escamoter le play. On va laisser de côté le jeu. Espen Arset, qui est peut-être le chantre des Video Game Studies, dans plusieurs de ses conférences, arrivait avec une image semblable. Donc, ce n'est pas Espen Arset, ne vous inquiétez pas, j'aurais jamais fait ça à Espen, mais Espen nous avait toujours sa photo, il nous montre en train de jouer avec son chien. Pour nous dire, attendez, les jeux vidéo, ce n'est pas un récit interactif, parce que je joue avec mon chien. Il va définir cette position-là en affirmant, les jeux informatiques sont des jeux, et les jeux ne sont pas nouveaux, mais très anciens, probablement plus que les histoires. Et là, vous connaissez le fameux débat idéologie-narratologie, on s'est battu un peu là-dessus. On pourrait même faire valoir que les jeux sont plus âgés que la culture humaine, puisque même les animaux jouent à des jeux. Vous ne voyez pas les chats ou les chiens se raconter des histoires, mais ils vont jouer. Et les jeux sont une communication entre les espèces. Vous ne pouvez pas raconter à votre chien une histoire, mais vous pouvez tous les deux jouer ensemble. Bon, je raconte des fois des histoires à mon chien. Autre problème, donc c'est peut-être ma propre... je perds le jeu. Mais encore une fois, dans l'attitude d'Henriot, Henriot va nous dire, attention, ceci demeure un présupposé sur lequel on fait reposer notre idée du jeu. Parce qu'Henriot va nous dire, il faut l'avouer, dans la plupart des cas, on ignore si l'animal joue réellement. En disant qu'il joue, on formule une double hypothèse. D'une part, on affirme que son comportement répond à l'idée que l'on se fait traditionnellement du jeu pris comme une activité gratuite désintéressée. D'autre part, on admet plus ou moins explicitement la parenté de sa conduite avec le jouet humain. Postulat d'une importance extrême, il signifie qu'en dépit de la multiplicité des formes et des niveaux biologiques, il y a, chez l'animal comme chez l'homme, qu'une seule manière de jouer. Est-ce absolument évident? Évidemment, Henriot dira, et Duflo l'aura dit après, si la conscience est une des premières visions du jeu, l'animal n'a pas de conscience, donc l'animal ne joue pas. Alors, l'un des présupposés premiers des ludologues pour dire, voilà, attendez, on parle de jeu et on ne parle pas d'autre chose, Henriot vient de nous démolir ça. Mais, Arset n'est pas philosophe. À sa décharge, Arset n'est pas philosophe. La garde rapprochée des études vidéoludiques sont davantage les littéraires ou des gens qui ont été formés en cinéma. Janet Murray, Mark J.P. Wolff, Marilla Ryan, Jesper Juhl, Marcus Seskilenen, Gonzalo Frasca, Eric Zimmerman, j'aurais pu mettre Cathy Salen aussi, sont des gens qui ont été formés dans les humanities, dans les humanités numériques. Ils viennent de littérature, ils viennent de cinéma, ils viennent de design, ils viennent d'informatique. Ce n'est pas des philosophes. Ce qui va les intéresser d'abord, c'est bien ce nouvel objet, c'est-à-dire cette nouvelle machine qui est en train de faire en sorte tout à coup que j'ai une expérience, j'ai une lecture qui est différente. À partir de l'idée donc qu'ils avaient de cet objet-là, ils vont donc ils vont s'intéresser au premier contact, c'est-à-dire le contact avec la chose. Ils vont embrasser le jeu vidéo dans sa globalité, reprendre les théories de Huizinga et de Kaiwa pour tenter d'en définir les spécificités. C'est le premier geste qu'ont vouloir faire les théoriciens du jeu vidéo, définir sa spécificité. Cette spécificité-là, elle passe par quoi? Alors, souvenez-vous encore, Henriot va nous dire, il y a après le mot, la chose que l'on nomme jeu. Je parle du jeu, mais
je définis quelque chose et je définis un objet que j'appelle une chose que j'appelle jeu. Et ma réponse à Mathieu, c'est quelque part, c'était incontournable. Quand Espenarset, en 1997, écrit son bouquin Cybertext, ce qui va changer la vision des choses, c'est bien qu'il va nous dire que la machine n'est plus une métaphore. J'ai besoin, dans un texte, dans un cybertexte, passer par la machine. C'est le dispositif mécanique qui va gérer la production et la réception de la lecture. Je suis dans la chose. Premier jeu vidéo, Space War, en 62. Alors, je me si Henry, en 69, 7 ans plus tard, avait parlé de jeu, ça aurait été foutu derrière, mais bon, bref. Ce qui nous intéresse dans l'avènement du jeu vidéo, c'est bien ici le PDP-1. C'est parce qu'on a un ordinateur que le jeu vidéo a vu le jour. Une chose. Le jeu vidéo est associé à son évolution technologique. Les générations de consoles débarquent et n'arrêteront pas de débarquer. On le sait. C'est d'abord le matériel qui définit qu'est-ce qu'on entend par jeu vidéo. Que vous parlez d'interactivité, de jouabilité, d'ergodicité, il faut quand même que je passe à travers des contrôles. Que j'ai une manette ou que maintenant, à travers la Kinect, je contrôle la distance à travers mes mouvements. Je suis quand même dans un rapport de dispositif, dans un rapport de choses. Mais là, vous pourriez me dire, oui, mais attendez, c'est le premier niveau. Mais derrière l'évolution technologique, il y a aussi l'évolution logicielle. Et c'est peut-être ça qui est important pour comprendre pourquoi les premiers théoriciens de jeux vidéo se sont intéressés à la structure ludique. Jersper-Juhl, dans son bouquin, donc Half-Real est peut-être l'un des bouquins, sinon le bouquin le plus important des études vidéoludiques parce qu'il a vraiment repris ce travail des anciens pour tenter de le formuler dans un rapport plus vidéoludique. Mais il va nous dire, les jeux ne sont pas liés à un ensemble spécifique de dispositifs matériels. Le jeu vidéo, ce n'est pas seulement que la console, ça serait trop simple, mais au traitement des règles. Cela correspond bien aux ordinateurs parce que le caractère bien défini des règles du jeu signifie qu'elles peuvent être implantées sur un ordinateur. Patrick y a fait référence tout à l'heure. Peut-être la chose la plus importante, c'est que tout à coup, c'est l'ordinateur qui va gérer les règles. Ça va permettre aux jeux vidéo d'avoir des expériences plus complexes, parce qu'on va enlever le poids de gérer les règles entre les joueurs. Il y aura une souplesse de jeu parce que tout à coup, on peut jouer sans se casser la tête avec les règles. Et aussi, je peux commencer à jouer sans connaître les règles. On sait très bien dans des jeux vidéo, de plus en plus, on n'a plus de guide d'instruction. À l'époque, on lisait les guides pour savoir quoi faire. Maintenant, l'encyclopédie du joueur a grandi. On commence et on finit par comprendre tout à coup qu'est-ce qui se passe. Quand je joue à Shadow of the Colossus, qui est l'autre jeu de Fumetto Ueda, je n'ai pas compris au départ que le petit truc en bas, quand je tenais, il fallait que je lâche avant que ça devienne le cercle au complet, sinon je lâchais prise. J'ai fini par apprendre la règle, c'est-à-dire que j'ai un temps X pour me prendre après mes colosses, sinon je tombe. Je n'ai pas vu ça nulle part, j'ai fini par apprendre en jouant. Et ça, encore une fois, ça nous amène à voir que le jeu vidéo va s'intéresser à cette structure ludique qui est la structure de base. Puisque les règles sont tenues par l'ordinateur, ça sera une spécificité de base, première, fondamentale. Eric Zimmerman, dans un texte un peu plus tard, mais qui va tenter de parler de literacy, de game literacy, va nous dire « Chaque jeu a un substrat mathématique, un ensemble de règles cachées sous sa surface. D'autres types de médias, d'art ou de divertissement ne sont pas si intrinsèquement structurés. Les chercheurs, par exemple, débattent au sujet de l'essentiel noyau formel d'un film. Est-ce le scénario, le motif du montage au fil du temps, la composition de la lumière ou l'ombre dans un cadre? Il n'y a pas une seule bonne réponse. Mais avec les jeux, il y a la clarté du système formel des règles du jeu. Ce système formel est à la base des structures, j'aurais peut-être pu le mettre en rouge, donc des structures qui constituent le système d'un jeu, qui constituent sa structure ludique. Et là, quelque part, on comprend que dès l'instant où on est dans ce premier rapport, qu'on s'est d'abord intéressé aux jeux choses, aux jeux vidéo choses, plus qu'aux jeux vidéo usage. Et même si on s'est intéressé aux jeux vidéo usage, on l'a étudié en fonction du respect des règles, ce que Mathieu disait tantôt. Même si on parle du play à l'intérieur donc d'une règle. Je vais peut-être passer un peu mon temps, et puisque je viens du Québec et tu m'as ouvert une porte tout à l'heure, je vais tenter de me rendre jusqu'à la fin. Mais j'accélère un peu.
Quelque part, donc, je veux qu'on comprenne bien. Et là, je vous renvoie à un texte très, très intéressant, un bouquin de Francesco Casetti en cinéma qui nous explique l'avènement des théories cinématographiques. Et Casetti nous explique bien que la première théorie du cinéma, comme celle du jeu vidéo, c'est une théorie qui est ontologique. C'est-à-dire qu'au départ, on va tenter de définir les spécificités d'un jeu et de l'insérer dans le domaine de la culture, de l'art et du savoir. On se bat encore aujourd'hui pour dire est-ce que les jeux vidéo, c'est le 10e art. On se bat encore un peu pour que dans nos universités, on prenne conscience de l'intérêt et de la pertinence du jeu vidéo. Alors, quelque part, la théorie ontologique de base est essentielle pour définir l'objet. On est rendu à autre chose. Et quand Mathieu parle, Mathieu est déjà rendu dans les théories plus de méthode. Mais c'est essentiel qu'on ait d'abord développé une théorie ontologique. Et elle était là pourquoi? Parce que le premier sens du jeu, c'est-à-dire les structures ludiques, était frontal, essentiel pour le jeu vidéo comme chose. Mais encore, et regardez comment Henriot a une latitude qui nous amène à mieux réfléchir. Alors bien sûr que la théorie ontologique, ça va. Mais celui qui veut étudier le jeu en le prenant pour un phénomène objectivement déterminable, s'intéresser qu'à la chose, ne peut se guinder longtemps dans l'attitude paradoxale qui consiste à décrire et à classer des jeux tout en refusant de définir l'acte de jouer qui les constitue comme tel. On est en 2012. Si on place le texte d'Arcet en 2001 comme texte fondateur, ou on retourne en 97 avec le bouquin de Hamlet on Yellow Deck de Janet Murray et le cybertexte de Arcet, ça fait à peine 15 ans qu'on fait de la théorie du jeu vidéo. Et pourtant déjà, quand j'écoute quelqu'un comme Mathieu qui questionne déjà ce rapport à l'objet, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, le jeu vidéo est une expérience, il faut venir à tenir compte de cette expérience. Et encore une fois, c'est pour ça que Henriot, il faut lire Henriot, il faut relire Henriot, parce qu'Henriot nous amène à comprendre cela. Il faut donc, si l'on veut appréhender le phénomène du jeu dans sa totalité, discerner la part de jouer, de play, qui entre dans l'accomplissement d'un jeu dans une game. Et c'est pour ça qu'on arrive à le concept phare d'Henriot que Sébastien a repris et que tout le monde a repris, c'est-à-dire l'attitude. Alors bien sûr, Henriot n'est pas le premier à parler d'attitude. Kaiwa a défini sa catégorie, ses jeux de compétition, de chance, d'illusion et de vertige avec l'attitude du joueur, a défini ses deux pôles avec l'attitude du joueur, certes. Je vous renverrai peut-être aussi à Gadamer, qui parlait de jeux donc, comme dimension ontologique de l'œuvre d'art, et qui nous disait donc chaque jeu impose une tâche à l'homme qui joue. Il semble qu'il ne puisse s'abandonner à la liberté entière du jeu qu'en transformant les buts de son comportement habituel en pure tâche ludique, donc en pure conduite ludique. Les anglophones ont connu l'attitude ludique à travers Bernard Soult en 1978, qui va en faire une pierre centrale de sa pensée, donc la Lusory Attitude. Alors je ne sais pas si Bernard Soult, qui a peut-être lu Henriot, pourrait peut-être le penser. On pourrait peut-être ça serait une belle découverte. On va essayer de savoir peut-être. Ça serait une belle découverte. Mais quelque part, donc, Soult va mettre l'attitude du joueur au cœur de sa pensée. C'est-à-dire que l'attitude du joueur, du game player, doit être un élément dans le jouet, dans le game playing, parce qu'il doit y avoir une explication de ce curieux état de choses dans lequel on adopte des règles qui exigent que l'on emploie de pires plutôt que de meilleurs moyens pour atteindre une fin. C'est ma traduction, vous m'excuserez, je ne l'ai pas noté. Soult va dire que finalement, l'attitude, c'est le principe unificateur, qui fait qu'on va donner à une activité un statut de jeu ou pas, c'est dans l'attitude du joueur. Mais là, on se rend compte chez nous que Henriot avait déjà, mais largement étudié cette attitude-là bien avant 78, parce que c'est en 69 qu'il va déjà définir son attitude ludique. Il va le faire pourquoi? Évidemment, en ne s'attachant pas seulement à la chose, mais aux autres manières de voir le jeu, c'est-à-dire le jouer et le jouant. Et même, on pourrait dire qu'Henriot s'est plus intéressé au jouer qu'au jeu. L'idée du jeu est une idée du jouer. Sous couleur de jouer, ce n'est pas sous couleur de jeu. Il y a vraiment ce rapport d'activité. Et là, on se rend compte que pour lui, ça sera vraiment de pousser la réflexion dans ce rapport de relation, d'attitude par rapport au jeu. Il ne suffit pas de définir un jeu par l'ensemble de ses règles. Celles-ci sont des règles d'action. Jouer, c'est faire. Il va nous dire aussi, jouer, c'est décider, c'est vouloir, c'est s'obliger, c'est savoir que l'on joue.
Et ça, encore une fois, c'est une dimension première. Je ne peux pas jouer si je ne sais pas que je joue. D'où, encore une fois, cette oscillation qui est au cœur de notre réflexion. D'où la question centrale, la conscience de jouer ne fait-elle pas partie intégrante de l'acte de jouer? Un jeu dont on n'est pas conscient n'est pas un jeu. Pour jouer, il faut donc que j'ai l'attitude. Pour jouer, il faut que j'ai une attitude ludique. Et ce qui est assez fascinant, c'est quand je vous dis, relisez Henriot, parce qu'en le relisant, on voit comment il y a des outils en place qui étaient déjà là en 69 pour mieux comprendre ce qui se passe maintenant. Parce qu'Henriot a bien défini cette attitude-là. La plupart des gens maintenant le définissent comme une globalité, mais Henriot a défini des paramètres pour l'attitude ludique. La distance auquel Maud va revenir cet après-midi. Seule la distance établie par le joueur entre ce qu'il fait et le fait de le faire par jeu, ce survol et ce contrôle de soi permettent de catégoriser de manière strictement subjective la conduite que l'on qualifie de ludique. Alors, distance, duplicité, Patrick y a fait référence. Le joueur le fait en jouant. Il joue en le faisant. Il n'est pas seulement agent, il se sait acteur. Je sais que je joue. L'incertitude est à la base de jouer. Jouer, c'est de ne pas savoir où l'on va. Même si on a soigneusement préparé son itinéraire ou calculé ses effets, c'est de se lancer dans une aventure dont on ignore à l'avance quelle pourrait être la suite. Et on pourrait très bien partir avec cette notion d'aventure qui nous permet de montrer comment aussi Henriot, et là on tombe dans un autre sujet, définit d'abord et quelque part aussi la dimension dramatique du jeu qui va devenir narrative dans les jeux vidéo. Et on est capable de pouvoir, encore une fois, tirer parti des pensées de Jacques Henriot. Dernier truc, l'illusion. Hein, vous savez qu'Henriot disait « j'aimerais ça définir ou de pousser ce verbe, ou arriver avec un verbe qui nous permettait de poser le jeu en acte de jouer ». Il parle de illuder, que personne n'a repris, parce qu'encore une fois, il y a cette idée de se faire jouer, non pas de se mettre soi-même dans le jeu. Mais encore une fois, Henriot va nous dire, pour jouer, il faut que j'entre dans le jeu. Pour entrer dans le jeu, il faut savoir que c'est un jeu. L'attitude ludique comme attitude se prend, comme toute attitude, elle se comprend. Encore une fois, je dois savoir que je joue. C'est beau les règles du jeu, mais encore une fois, c'est l'attitude du joueur. Je ferai rapidement, mais c'est pour ça, moi, Henriot m'a influencé. Pourquoi? Encore une fois, dans ce rapport d'attitude, j'ai sauté sur les citations que je vous ai montrées tout à l'heure pour définir finalement que un joueur, si on parle en anglais, je veux dire, il faudrait parler du gamer. Un gamer, c'est lui qui joue à un jeu vidéo dans lequel il y a des règles. Il faut que je m'excrime à passer les obstacles. Je veux gagner le jeu. Alors qu'il y a d'autres types de jeux qui s'adressent plus à un player, qui va faire une activité beaucoup plus improvisée, qui n'est pas dans un rapport de gagner ou de perdre, dont les conséquences pour lui sont le seul plaisir de jouer. Et vous avez aussi ce que j'ai appelé le game player, qui lui ne veut pas jouer le jeu, il veut jouer avec le jeu. Alors qu'il va tenter de trafiquer les règles, de jouer autrement, pour tenter de comprendre la manière dont le jeu nous amène à réfléchir. Encore une fois, donc, si on tournait à relire Henriot, on se rendrait compte que la duplicité est au cœur du jeu vidéo. Quand je joue un jeu vidéo, je contrôle mon avatar, donc c'est moi, mais c'est pas moi. Vous avez vu tantôt mon petit personnage Ico. Je suis pris dans cette oscillation psychologique d'agir pour moi, mais d'agir à travers l'autre. Donc on est vraiment frontalement dans ce double jeu de la duplicité. L'incertitude, que je sois en train de jouer comme un gamer ou que je sois en train de jouer comme un player, il y a toujours une incertitude, sinon il n'y a pas de jeu. Encore une fois, retourner à la base des pensées d'Henriot nous permet de mieux comprendre l'activité. Dernier point, et j'arrive à ma conclusion. C'est avec un plaisir fou qu'en relisant Henriot, je me suis rendu compte que, merde, il n'avait pas fait référence au cercle magique de Huizinga, qui est devenu un concept central, fondamental dans l'étude du jeu vidéo, parce que tout à coup, tout le monde l'a pris au pied de la lettre. Je joue aux jeux vidéo, je tombe dans un espace, je tombe dans un monde, je suis dans un cercle magique. Henriot va nous parler de cercle ludique. Fantastique. Je pense quelque part qu'on est dans ce rapport de cercle ludique. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'Henriot n'évacue pas la dimension magique. Et là, je suis sûr qu'Henriot, sans l'écrire, répondait à Huizinga. Parce que lui, il va encore une fois parler d'attitude. Pour parler de la magie derrière le jeu, il va le définir en fonction de l'attitude du joueur. C'est-à-dire que jouer un jeu, c'est vivre à travers 3 moments. Il y aura toujours un premier moment qui sera la magie, c'est-à-dire que j'ai cette fameuse transmutation magique de l'objet. Le caillou n'est plus un caillou. Le bâton de bois devient une épée. Ma manette me transforme, me transporte dans un autre monde. Tout à coup, je pénètre dans un univers féerique. Mais encore une fois, toujours, le joueur n'est pas dupe. Je sais que je joue. Donc, il y aura toujours cette
ludicité-là, cette ludicité, qui n'ont pas la lucidité. Et aussi ce rapport, je pense que je me suis planté ici, ludicité, j'ai probablement voulu écrire lucidité. Mais j'en ai trop pris dans le jeu, vous voyez comment on est. Beau lapsus, c'est fantastique, excusez-moi. Troisième moment, encore une fois, on le répète depuis tout à l'heure, c'est l'idée de l'illusion. Il faut que je sois pris, il ne faut pas que je sois dupe, mais il faut que je joue en même temps. Encore une fois, on se rend compte que Henriot va nous amener à toujours réfléchir à cette notion-là. Il va même nous dire que le jeu nous enveloppe dans un cercle envoûtant parce que c'est l'attitude du joueur qui fait le jeu et pas autrement. Alors, j'arrive à ma conclusion. 2 dernières diapos. On se rend compte en bout de ligne que le jeu, ce n'est pas tant la forme que l'usage qu'on en fait. Souvenez-vous, Henriot va prendre l'exemple de la natation. Qu'est-ce que la natation? La natation, c'est un moyen de locomotion. Je nage pour avancer. Mais en bout de ligne, le jeu vidéo, à la limite, ce n'est pas autre chose qu'une manipulation de données informatiques. Alors, je peux m'en servir pour jouer. Je peux m'en servir comme un sport, parce qu'on sait maintenant qu'il y a les ligues de sport, des e-sports, qui vont vraiment se servir comme ça, comme compétition. Et on peut aussi s'en servir comme instrument de travail. Le fameux goal farming. Mais c'est dans l'attitude du joueur qu'on va pouvoir définir différemment le jeu vidéo. Ce qui est intéressant maintenant, ce n'est pas tant la structure ludique que la conduite, que les usages qu'on en fait. C'est exactement ce que disait Mathieu tout à l'heure. On est rendu là maintenant. On a défini notre objet, on a défini notre chose, on maintenant est en train de s'intéresser aux usages qu'on peut en faire. Mais Henriot avait l'attitude déjà. Henriot n'a pas parlé de jeux vidéo, mais Henriot avait l'attitude pour étudier les jeux vidéo. Il n'en a pas parlé, et pourtant, ce qu'il a dit nous permet d'avoir une idée de l'idée qu'on a eue du jeu vidéo. Donc, l'idée de l'idée entre guillemets, pour faire en sorte qu'en lisant Henriot, on comprend les tenants des études du jeu vidéo, donc l'importance de l'objet. On observe les aboutissants de tout ça, c'est-à-dire l'importance du play, l'importance du jouet, l'importance du jouant. Et on nous avait, et c'est un peu ce que disait aussi Nicolas tantôt, vers l'avenir. Une fois qu'on est rendu là, on va développer notre théorie différemment. Henriot disait, l'attitude mentale qui rend possible la pensée critique n'est pas une attitude privilégiée, désincarnée qui se tiendrait comme par miracle hors du temps ou de l'espace. Tant les façons de penser que l'idée du jeu elle-même se transforment. S'ils tiennent compte de cette évolution, les futurs historiens du jeu se placeront encore à un point de vue différent. Cette citation vient de 1989. Nous sommes dans ce futur du jeu, nous sommes dans ce futur du jeu vidéo. Et encore une fois, Henriot nous dit, voilà, on est dans un point où il faut se positionner différemment. Pourquoi? Parce que maintenant, on a de nouvelles expériences vidéoludiques qui ne sont plus tout à fait ce que le jeu a été avant. Évidemment, pour nous, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'on a tout l'héritage philosophique de Jean Henriot, et c'est pour ça, s'il y a une chose que la journée d'aujourd'hui doit faire, c'est de vous retourner à Henriot. Il faut lire Henriot, et il faut surtout remercier Henriot d'avoir déjà en 69 commencé à réfléchir au jeu de cette façon-là. Et je vous dirais quelque part, quand je revois, donc je me considère un peu comme la vieille garde déjà, mais quand je vois le travail de Mathieu, de Sébastien et de Maude, qui sont davantage les héritiers d'Henriot, parce qu'eux ont plongé dans la théorie francophone plus que dans la théorie anglophone comme moi, on se rend compte que l'avenir est très joyeux et très lumineux. Merci. Et désolé pour avoir